Ce qu'on imagine comme moment important de sa vie, c'est je suis en finale de Ligue des Champions, j'arrête un penalty. Moi, j'ai finale des Jeux, troisième tireur, au pied de la Tour Eiffel, devant la famille, 12 000 personnes. Je ferai jamais mieux maintenant dans les années à venir ou quoi. Mais c'est un moment qui est indescriptible et que je garderai toujours. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour lancer cette saison 3 de La Voix des Gardiens, on replonge dans les émotions de l'été avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'arrêt en finale de mon invité a propulsé l'équipe de France vers le titre. Il nous reçoit aujourd'hui près de Bordeaux avec une belle médaille d'or juste devant lui. C'est le gardien de l'équipe de France de cécifoot. Bonjour Alessandro Bartolomeucci. Alors on va évidemment revenir sur cet été, ce titre, ses émotions, le stade de la Tour Eiffel, la parade sur les Champs-Élysées. Mais on parlera aussi plus globalement du gardien au cécifoot et des ressemblances ou pas qu'il peut y avoir avec le foot à 11. Parce que tu joues également en R2 à Talence près de Bordeaux. Alors d'habitude je commence toujours par la question habituelle sur les qualités d'un bon gardien en 2024. On y reviendra, mais avant ça on va revenir sur ton été fou. Comment ça va ? Très bien, très bien. Alors, on a passé les premières semaines et on a réussi à redescendre un petit peu en émotion. On retrouve un petit peu le quotidien qu'on connaît, mais franchement, on a vécu un truc de fou à Paris. La redescente se passe bien ou il y a un peu de nostalgie ? Ouais, tranquillement, on profite un petit peu de tous les moments qu'on a avec les proches, la famille qu'on retrouve, les gens qu'on a au travail, les petits qu'on croise sur les séances d'entraînement qui viennent nous regarder ici à Talence. Non, franchement, c'est super cool. Tout le monde t'en parle ? Tout le monde m'en parle au boulot, ici. Tout le monde veut savoir comment ça s'est passé, le terrain, les matchs. Enfin voilà, tout le monde est super curieux de savoir comment je l'ai vécu, comment l'équipe l'a vécu. Et donc, c'est super sympa. Justement, comment ça s'est passé ? Parce que nous, on l'a vécu de l'extérieur, on l'a vécu devant la télé. Mais toi, de l'intérieur, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que c'était pareil ? Est-ce que c'était fois 1000 ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues ? Nous, on était préparés à vivre les matchs les uns après les autres. On savait que chaque match avait son importance. Le premier match était le plus important pour nous sur la phase de poule contre la Chine. On s'est bien lancé, victoire 1-0. Et puis après, le train était sur les rails. Donc franchement, on l'a vécu. On s'est laissé porter par le mouvement, par le public. On n'a pas trop réfléchi sur le moment à ce qu'on était en train de faire. Et c'est là quand on est sorti du truc, on se dit, OK, on a fait quelque chose de grand et voilà. Vous étiez préparé à tout ce que vous avez vécu, à l'engouement, à l'attrait pour les Jeux Paralympiques, ou c'était une surprise pour vous aussi ? Ça a été une belle surprise. En fait, on savait que le stade serait plein à chaque fois parce que même pour avoir des billets pour nos familles, c'était compliqué sur les dernières semaines. Donc, on savait que le stade serait plein. Mais on ne savait pas comment le public allait réagir à nos disciplines. On sait que c'est complexe parce qu'il ne faut pas trop faire de bruit pendant les phases de jeu. On ne savait pas comment le public allait aborder ça. Mais on a été agréablement surpris sur la pédagogie. Il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait par les présentateurs, etc. sur le site. Et donc, ouais, super content. 12 000 à chaque match. Des supporters qui crient à chaque moment où ils peuvent le faire. Un engouement de fou. Non, franchement, c'était merveilleux quoi, sur le terrain. Ouais, parce que contrairement à un match de foot classique, il n'y a pas d'encouragement pendant le match. Il n'y a que sur... c'est quand il y a des buts, quand il y a des temps morts ? Les buts, les temps morts, les corners, les fautes. Et je tiens à saluer Charlie qui était le speaker terrain là-bas, qui a fait un boulot énorme pour engendrer de la convivialité sur le terrain et sur ces moments-là de pause. Et ça nous a porté à nous parce qu'on savait en débutant la compète qu'on n'était pas les plus forts, qu'on aurait besoin de toutes les composantes possibles pour pouvoir performer. Donc, on savait qu'il y avait nos familles qui nous porteraient. Le public qui était là, on savait pas trop comment ils allaient réagir, mais ils ont super bien réagi, ça nous a poussé. Donc, franchement, très agréablement surpris de comment ça s'est passé, en tout cas. Et cette Ola sans bruit, quand tu l'as vu la première fois, qu'est-ce que tu t'es dit ? Est-ce que tu as compris tout de suite ? Pas du tout. En fait, on voit la Ola partir, en fait, parce que ça part, je crois que c'est sur un corner ou quelque chose comme ça. Donc, on voit, ça fait beaucoup de bruit.
Et le corner se lance et d'un coup, il n'y a plus personne, plus de son, rien. Et le seul mouvement, et c'est vraiment un des moments où moi j'ai profité. J'étais sur le terrain, mais j'étais aussi spectateur de ce qui se passait autour. Parce que le ballon était loin de ma zone, donc on va dire que j'étais un peu moins attentif. Mais franchement, c'était un moment incroyable. Je m'y attendais pas et c'était super à vivre. J'avais de la famille dans les tribunes qui m'ont dit aussi à vivre ce moment-là, c'était super cool. C'est quoi l'image que tu garderas de cette quinzaine et même si on va jusqu'à la préparation? Sur la quinzaine, on va dire que c'est la séance de penalty, forcément. J'avais jamais vécu ça, moi, un stade de 12 000 personnes où t'as pas un bruit et juste avant le dernier tireur. Le but, l'explosion de joie à la fin, c'est vraiment le moment qui me marquera, moi, sur ces 2 semaines de compète, quoi. Est-ce que quand on parle de l'engouement qu'il y a eu sur les Jeux, vous êtes en préparation au moment-là. Ouais. Comment vous avez vécu ce moment-là? En fait, nous, pendant en gros, on est avant les Jeux, 4 semaines avant les Jeux, on part en préparation à Lens, parce qu'on est basé là-bas, en général, à la Gaillette, au centre d'entraînement du RC Lens. Et on fait 3 semaines intensives, donc on s'entraîne 2 fois par jour, et on rentre uniquement le week-end chez nous. Et donc, c'est pendant les Jeux. Et on suit toutes les compètes possibles. Quand on est à table au repas, on met par exemple un match de volley en fond. Le soir, quand on passe les entraînements, on regarde les compètes. Enfin, on suit vraiment et on voit que il y a une réelle émulsion pour toutes les disciplines, petites ou plus grandes. Et nous, on se pose la question à ce moment-là de savoir comment ça va réagir pour les paras, parce que c'est après. Et on se dit, est-ce que ça va pas s'essouffler? Est-ce que nos disciplines elles vont être autant valorisées? Et franchement, la couverture médiatique a été énorme. Et donc, dans notre préparation à nous, on a essayé d'optimiser ça sur la préparation au bruit. Parce qu'on savait que ça allait sûrement être bruyant. Et donc, on a fait venir des petites écoles autour de notre lieu d'entraînement pour nous préparer au bruit, au son, sur des phases spécifiques. Par moment, on a utilisé des enceintes pour créer du bruit en plus. Et je pense que ça nous a bien servi sur la compète. Est-ce que le son, dans quelle mesure c'est primordial? Le son, c'est la part la plus importante pour nous sur le terrain. Il y a un canal global sonore qui est très bruyant. Entre le ballon, les joueurs, les coachs, les gardiens, plus le public qui est environnant. C'est beaucoup d'informations à prendre pour les joueurs. Je pourrais en avoir discuté avec certains joueurs de l'équipe. Pour eux, ils assimilent ça à une dizaine d'informations à prendre et à traiter en très peu de temps, en fait. Plus la gestion des masses, les joueurs qui courent en plus. Et donc, c'est la notion la plus importante dans notre discipline, et c'est savoir gérer le son. Et pour nous, les gardiens, c'est la communication, quoi. C'est quand parler, à quel moment, quelle intonation, les mots à choisir, le ton à avoir aussi pour pouvoir rassurer, ou sur les situations critiques, gérer un peu plus. C'est vraiment la partie la plus difficile à gérer pour nos gardiens, quoi. On reviendra sur le rôle spécifique tout à l'heure, mais si on revient sur la compétition, donc vous gagnez contre la Chine, Ouais. vous perdez contre le Brésil, un match que tu joues pas, Ouais. et là du coup il y a un match couperé contre la Turquie. Ouais. Comment vous l'appréhendez? Est-ce qu'il y a une forme de pression? Est-ce que... C'est particulier en fait parce qu'avant le match, il y a Brésil-Chine qui se joue juste avant nous. Et on sait qu'en fonction du résultat de ce match, c'est soit on devra gagner, si la Chine gagne, il faudra qu'on gagne avec beaucoup de buts d'écart. S'il y a un nul, on doit gagner. Et si la Chine perd, un nul nous suffit. Et il y a un des membres du staff qui met le téléphone dans le vestiaire, on essaie de suivre en même temps qu'on se prépare. Et on apprend qu'ils font match nul. Donc pour nous, il faut qu'on gagne. Donc ça nous prépare mentalement à nous dire que quoi qu'il arrive, il faut qu'on gagne, quoi. Un nul suffit pas. Et que nous, dans les buts, pour ma part, parce que je sais que c'est moi qui joue, c'est pas prendre de but. Parce que si on prend un but, la mission va être compliquée. On n'est pas une équipe qui marque énormément. On réussit à marquer rapidement, fin de première mi-temps. Je crois qu'il reste 5 minutes avant la fin de première mi-temps. Donc là, ça nous met bien. On est quand même bien serein. Mais on sait que s'ils reviennent à un partout, ça va être compliqué, qu'ils vont vouloir défendre comme des dingues parce qu'on les a joués souvent la Turquie à l'Euro, on les bat en finale. Donc c'est une équipe qui est revancharde même s'ils avaient eu 2 défaites. Et on se libère après le deuxième but sur corner de Martin Baron. Et après on a vécu la fin du match sereinement, et là on a pu profiter quand même parce qu'on était large vu la physionomie du match, quoi. Après, c'était l'objectif médaille. Ouais. Donc là, vous êtes à un match de la médaille quand vous abordez la Colombie. Encore, il y a la 3e place. Donc, vous avez 3 chances sur 4 d'avoir une médaille. Ouais. La Colombie, c'était une équipe qui avait pas pris beaucoup de buts. Tu viens de le dire, vous en marquiez pas. Ouais. Est-ce que c'était le pire des adversaires? Est-ce que vous auriez pu espérer... dans l'idée, vous auriez espéré autre chose?
La Colombie, en plus, on a un passif avec eux parce qu'on les joue à la Coupe du Monde où on fait match nul. Il y a un tournoi, le World Grand Prix à Game il y a 3-4 mois avant les Jeux où on perd 1-0. Et donc, on arrive face à eux en sachant que eux, ils ont 2 joueurs offensifs qui sont super forts, qui sont capables de tirer à 10-12 mètres dans des angles incroyables. Et que défensivement, ils n'ont pas pris de but sur leur phase de poule à eux. Donc, on sait qu'il va falloir bien défendre, pas prendre de but. Et que les moindres occasions qu'on a, il faudra être bon parce qu'on n'en aura pas beaucoup. Et c'est ce qui se passe. Je crois qu'on a 3 ou 4 occasions dans le match. On réussit à marquer sur un cafouillage dans leur défense sur un corner. Et oui, moi dans les buts, j'ai pas mal de boulot. Et on ferme, quoi. On verrouille à la mort. Hein. On défend parce qu'à 1-0, on veut pas plus, quoi. Si on prend un but à un partout, on sait qu'on a une équipe qui est, même si on gagne la finale au péno, on a une équipe où on sait pas tirer les pénaltys. On s'entraîne tous les soirs sur la phase de préparation à Lens. Et sur la phase des pénaux, on est cata, quoi. Ouais. C'est les 3 quarts de l'équipe, ça tire à droite au-dessus, à gauche, ou si c'est cadré, c'est en plein dans l'axe, mais pas puissant. Franchement, si on nous avait dit avant la compète, on fait une médaille, et en plus la médaille, on la gagne au péno, pas un joueur le croit, quoi. Et donc on se dit, il faut vraiment tenir ce 1-0-là, et voilà. Parce que oui, justement, la finale, vous la gagnez au penalty. Tu sens, enfin, en tant que spectateur, on sent les pénaltys arriver. Sur la fin de match, on sent que c'est la seule issue. Tu le sens aussi, toi, sur le terrain ou pas? Sur le terrain, déjà, il y a le match qu'on démarre poussivement. Il y a eu les 4-5 premières minutes où après, c'est une finale, donc c'est très fermé, très serré. Il y a très peu d'occasions. On réussit à marquer et sur l'engagement direct, ils égalisent. Donc tout le travail qu'on a réussi à faire est remis à zéro. Et c'est vrai que sur les dernières minutes du match, on sent en fait qu'il n'y a plus personne qui prend des risques. On a un dernier coup franc chaud à 30 secondes de la fin, où là, c'est la situation qui est complexe. Mais oui, c'est sûr qu'après, sur les 3-4 dernières minutes du match, on sent que les deux équipes veulent plus prendre de risques et que vaut mieux que ça se finisse au penalty et après, on verra qui tente sa chance, quoi. On verra, et donc? Et donc, ça se termine merveilleusement bien parce qu'on gagne et forcément, on marque les 3 nôtres. Moi, j'en sors un qui est important, mais les 3 pénaltys qu'on marque, si on les retire 10 fois, je suis pas sûr qu'on les marque les 3, mais pour l'histoire, fallait que ça se termine comme ça, quoi. Et toute cette partie-là où tu sens que les pénaltys arrivent, le Ouais. temps avant que ça commence, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y en a plein d'anecdotes sur des Ouais. gardiens au pénalty. Lionel Charbonnier, dans la saison 2, racontait Fabien Barthez contre l'Italie en 98. Toi, comment ça se passe? Comment t'es sur ce moment-là? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'adore ça. Moi, la séance de péno, depuis tout petit, j'ai toujours adoré ça, même les pénaltys dans le jeu, et j'en ai toujours sorti. Donc, j'aborde la séance de pénalty en me disant, c'est pas possible, je suis en finale des jeux, t'en as toujours sorti, c'est sûr que tu vas en sortir un. Je suis assez confiant sur moi. Et même au niveau du toss, je demande à ce qu'ils tirent en premier, les Argentins. Parce que pour moi, je suis tellement sûr que je vais en sortir un que je vais soulager l'équipe. Et limite, je me dis, je vais sortir le premier, comme ça, les mecs vont être déchargés. Et sur les pénaltys, on avait fait un petit relevé statistique, savoir où les tireurs tiraient en général, c'est avec les maigres données qu'on a, quoi, avec les matchs qui sont diffusés sur YouTube, les trucs qu'on a réussi à gratter à droite, à gauche. Et on a vu du coup avec Willy et Benoît qu'en général, ils tiraient soit sur le côté gauche, soit très fort sous la barre dans l'axe. Et donc on le voit sur le premier, j'anticipe direct sur le côté gauche. Et je pars trop tôt pour moi, et ça me touche le genou dans l'axe, et voilà, je le sors pas. Pour le deuxième, je me dis, je vais rester un peu plus dans l'axe du coup, et quitte à quand même anticiper légèrement sur ma gauche, et il frappe fort, donc je la touche léger et elle rentre. Et sur le troisième, je me dis, bah allez, je m'en fous, je pars comme un âne sur le côté gauche, j'y vais à fond, et quitte à passer pour un mec qui est ridicule s'il la met de l'autre côté, mais s'il part de ce côté, c'est sûr, je la sors. Et là, le ballon, il part de son pied, je sais que je vais la sortir, et sur cette fraction de seconde-là, je me dis, putain, c'est merveilleux. Et parce qu'il y a toujours ce débat sur un gardien dans un grand but. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut attendre? Là, le but est encore plus petit. Comment tu gères la chose? Est-ce que il faut quand même anticiper même si le but est petit? Comment ça se passe? Franchement, c'est très personnel. Je sais qu'il y a pour en avoir échangé avec les gardiens brésiliens, le gardien anglais avec qui on échange beaucoup. En fait, la taille du but est compensée par la distance, en fait, parce que les pénaltys sont à 6 mètres. Et ce qu'on n'arrive pas à ressentir visuellement, en fait, c'est que le ballon est très lourd par rapport à un ballon de foot valide. Donc, en fait, il le tire les 3 quarts pointus. Et donc, le ballon part très vite. Donc, même si on décide de pas partir, de rester sur les appuis, de réagir seulement au moment de la frappe, c'est souvent trop tard, en fait. Donc, je pense qu'il faut trouver le mix entre ne pas partir trop tôt et essayer d'anticiper un petit peu la frappe avec les données qu'on peut avoir sur les tireurs, sur leur style, sur
par exemple, un truc tout bête. Moi, en préparation, on était parti à Sao Paulo, au Brésil, jouer 2 matchs là-bas. Et le tireur Nonato, je sais qu'il tire les 3 quarts du temps au même endroit. Et je décide après de le chauffer un peu, avec 3-4 mots de brésilien, de portugais. Et je me dis que mentalement, il va peut-être en stress ou quoi. Et donc, du coup, il va repartir sur un schéma qu'il connaît, lui, et qui est préférentiel pour lui. Donc, tirer de son côté fort et tout. Et ça marche parce que je sors le péno là-bas au Brésil. Donc, franchement, c'était super cool. Et donc, j'ai gardé ça en tête. Et je me dis que sur la phase des pénaltys en finale des jeux, les mecs, ils vont pas s'inventer une frappe, un truc qu'ils n'ont jamais testé. Et c'est pour ça que j'anticipe les 2 tiers des tirs sur la gauche, quoi. On va passer à la question mystère. Ouais. Comme depuis la saison 2. Je vais te la faire écouter, puis je te laisserai y répondre. Ouais, salut mon poulet. Bon, écoute, j'ai une première question. À partir de quand tu as réalisé que ce que nous avions discuté après avoir échangé avec Olivier Giroud et Hugo Lloris en visio, eh bien, c'était pas si fou que ça. C'est-à-dire qu'on ramènerait la médaille d'or et que vous serez dans les best of the best des gardiens de CC Foot. Et ma deuxième petite question est: qu'est-ce qui va te manquer le plus maintenant? Les coupelles de couleurs, le pointeur laser ou alors le régime pizza M&M's après les victoires? Wow, franchement, c'est trop cool. C'est Willy, notre entraîneur des gardiens en équipe de France. Et donc, avant la compète, on a eu la chance de faire un petit échange visio sur WhatsApp avec Olivier Giroud et Hugo Lloris, qui étaient ensemble donc aux États-Unis. Et donc, on a échangé. Ça s'est fait comment ça Donc, il y a Olivier qui est notre parrain en équipe de France, donc qui nous suit depuis plusieurs compètes. Et donc, il y a Hugo il a rejoint la même équipe que Hugo là-bas. Et donc, Olivier lui a dit, il y a les 2 gardiens qui seraient contents de pouvoir échanger avec toi avant la compète, avoir ton ressenti, des questions, quoi. Et donc, ça se fait un peu comme ça. On échange et c'est surtout sur comment appréhender le nombre, le bruit, en fait, qu'il allait avoir en général. Parce que nous, on n'a jamais joué devant autant de monde, quoi. Là, il y a eu 12 000 spectateurs, c'est un truc de fou. Nous, en championnat de France, on joue devant 50, 100 personnes maximum. Et sur les compétitions internationales, elle est de 100, 300, quoi, grand max. Et donc, c'était surtout sur comment appréhender le bruit d'un stade qui est plein, comment réussir à passer la communication dans ces moments-là où il y a beaucoup de monde, du bruit, de la tension, réussir à gérer les moments de stress sur des compétitions qui sont à enjeu énorme, quoi. Et donc, on avait pu échanger à ce moment-là. Et leur conseil, c'était vraiment de réussir à créer une osmose avec le groupe. Donc ça, on se faisait pas de soucis parce que c'est un groupe qui vit super bien ensemble, ça fait longtemps. Et sur la partie gardien, c'était rentrer sur le terrain en pensant être le meilleur du monde. Même si c'est pas vrai, même s'il y a des moments où on va faire des erreurs, des trucs, c'est réussir à se dire je suis le meilleur gardien du monde et je vais pas prendre un but. Et ça, j'y ai pensé au moment du but qu'on prend en finale, sur le 1 partout, parce que jusque-là, j'avais pas pris de but encore. Et on prend le but sur l'égalisation, sur l'engagement direct. Ouais, puis un but... Et un but un peu bizarre, sur une louche, le mec frappe juste avant la rentrée de la surface. Je pense que je peux mieux gérer la situation. Pour moi, je le prends pas comme une boulette, comme une faille ou quoi. Mais je pense que c'est une situation où je peux mieux gérer le truc. Et à ce moment-là, j'ai 30 secondes, 1 minute où je me dis, putain, ça fait chier. On réussit à marquer, là, ça nous remet dedans. Peut-être que t'aurais pu mieux faire, machin. Et au bout de 30 secondes, 1 minute, je me rappelle de ce moment-là où Hugo Lloris me dit... Il y a des moments où tu seras pas bien, tu prends 30 secondes, tu souffles, tu penses à autre chose, tu sors du match, et puis dans 30 secondes, tu reviens dedans. Et je reprends ce moment-là, en fait, sur le moment de la mi-temps. Je repense à ce truc-là, où je reste un petit peu dans ma zone, où je suis un petit peu moins bien, où je repense au but. Et je me fais cette réflexion-là. Et je repars sur la deuxième mi-temps, et où ça se passe super bien, parce que je sors un joli coup franc à 4 minutes de la fin, où je la sors bien au sol rapide. Il y a une autre frappe sur une touche, un coup franc, ou un truc comme ça. Et donc, ça me remet petit à petit dedans. Et pour après aborder la séance de pénalty sereinement. Et pour la deuxième partie, ouais, c'est vrai qu'on rigole beaucoup avec Woody parce qu'il est super investi. C'est un bosseur de fou. Quand il est arrivé dans le groupe, on n'avait pas d'entraîneur des gardiens de but. Et donc, l'évolution qu'on a eue sur les 2-3 dernières années, c'est incomparable avec ce qu'on avait avant. Et donc, c'est vrai qu'il a souvent il arrive avec plein de trucs innovants, des balles de couleur, des plots, des trucs. Des cocottes, des couleurs. Des couleurs, il avait un pointeur laser parce qu'on faisait réveil tous les matins en fait. On avait une routine, on partait au petit-déj et ensuite on partait faire notre réveil visuel, musculaire, nous juste les gardiens. Les joueurs restaient dans les chambres tranquilles.
Et donc, on partait juste, nous, les 2 gardiens et Willy, plus pour se mettre un petit peu dans le bain du match, préparer tranquillement à 3 les matchs. Mais c'est quoi le réveil visuel ? C'est beaucoup de prises d'infos. C'est de la balle de tennis, de la balle avec rebond. C'est de l'utilisation de couleurs différentes pour avoir différents signaux. C'est un pointeur laser pour travailler légèrement les réflexes. C'est préparer, parce qu'en fait, vu qu'on a beaucoup de situations où le ballon est proche et on a très peu de temps de réaction, c'est réussir à être réveillé le plus tôt possible dans la journée pour ne pas avoir un temps de retard sur les frappes qu'on va avoir. Et donc, on faisait ça. Et donc, franchement, si on regarde ça d'un œil extérieur, on se dit, mais ils sont ma boule. Les 3, on allait dans un coin de la salle de sport dans le village. Les mecs, ils étaient au rameur, au truc. Et nous, on avait nos plots de couleurs posés partout. Le pointeur laser au mur. Enfin, les séances, si on arrive et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, les 3 idiots? Et non, franchement, c'est des super moments de vie où on en rigolait tous. Et franchement, c'est des bons petits souvenirs, des bons petits trucs qu'on gardera aussi à l'intérieur, quoi. T'en as peut-être parlé avec Hugo Lloris, mais il y avait le côté compétition à la maison. Ouais. Est-ce que, quand on discute avec Hugo Lloris, est-ce qu'il y a l'idée de se plonger un peu dans ce que lui vous dit d'une gestion d'une compétition à la maison, parce que lui l'a fait aussi, ou d'une grande compétition qu'il a gagnée, ou alors est-ce qu'il y avait aussi ce côté, on va vivre la nôtre, on va prendre ce qu'on nous dit, mais voilà, il faut vraiment qu'on vive la nôtre et qu'on n'essaye pas de faire du copier-coller Je pense qu'on s'est inspiré de ce qu'il nous a donné comme info et comme retour qu'il a eu lui. C'est les ingrédients qui, eux, ont fonctionné. Donc, beaucoup de vivre ensemble, avoir un groupe qui fonctionne bien ensemble, ne laisser personne de côté. Et tout en l'adaptant aussi à nous, notre vécu, notre discipline. Donc, prendre du temps pour nous, réussir à séparer, nous les gardiens, des joueurs aussi par moment. Parce qu'on a une phase qui est sur la gestion en fait, de tout ce qui est... temps mort, on va dire, donc sur les déplacements pour les repas, sur le guidage à proprement parler hors du terrain, qui nous prend beaucoup d'influx, en fait, les gardiens, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est une dépense énergétique en plus, et au niveau nerveux, c'est fatigant par moment. Donc, réussir à gérer ces moments-là aussi. Et réussir aussi à profiter de l'instant, donc de chaque moment, de profiter du monde qu'il allait avoir autour de nous, parce que c'est une seule fois dans la vie, que c'est chez nous, qu'on profite aussi de l'exposition médiatique, profiter des interviews avec les médias, parce qu'on ne le connaît pas, et c'est des moments qui sont enrichissants aussi. Donc voilà, de la télé, des caméras, de profiter de chaque instant qu'on pouvait avoir, du cadre aussi, parce qu'on était au pied de la Tour Eiffel, en plein milieu du match, il y a la Tour Eiffel qui scintille, enfin bon, Justement, ça. C'est merveilleux, franchement, on pouvait pas rêver meilleur site. On avait discuté aussi donc avec la maire de Paris qui nous avait raconté que pour le beach qui était justement sur le site avant nous, tous les spectateurs étaient émerveillés, que c'était super cool, qu'on allait voir que ça allait être merveilleux. Et une fois qu'on y est, franchement, c'est un truc de fou. Après, il pouvait y avoir que vous en CC-Foot à cet endroit-là. Ça fait partie de l'expérience ? Franchement, c'est un truc de malade. Tu vois, par exemple, moi, j'ai mes parents qui sont montés à Paris alors que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils ne sont pas venus. Ils sont montés en haut de la Tour Eiffel. Ils disaient, en fait, il y avait des gens qui allaient aussi pendant les matchs en haut de la Tour Eiffel avec des jumelles pour réussir à voir le match depuis la tour. Enfin, c'est un truc de fou. Et oui, enfin, le match, on va dire, où j'ai le plus profité du site, c'est le match que j'ai pas joué sur le Brésil. Même si on perd, je suis sur le banc et j'ai le cadre qui est devant moi. Je sais que je vais pas rentrer, donc à la limite, j'ai peu d'impact, on va dire, sur le terrain, sur le score ou sur voilà. Donc je prends un peu plus de temps par exemple même à l'échauffement, je profite un petit peu plus de l'environnement, je cherche mes proches un peu plus dans les tribunes, je regarde la tour qui est à côté, je m'imprègne un peu plus, je profite un petit peu plus du lieu. Après quand on est dans le match on y pense très peu, hein. Franchement c'est annexe, mais sur la célébration après, la remise des médailles, enfin c'est merveilleux et je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux nous dans le CC Foot en tout cas. Tu l'as dit, t'as pas joué le match contre le Brésil. Ouais. Est-ce que c'était, tu le savais, est-ce que c'était sur ce match-là? Et plus globalement, comment se passe la concurrence, en tout cas la vie à deux gardiens au CC Foot? Chez nous, en fait, sur les différentes compétitions, il n'y a pas eu de hiérarchie propre, en fait. Donc, on abordait chaque compétition avec un fonctionnement qui était différent. À l'Euro, on fait, c'est convenu, le coach le pose, c'est vous faites une mi-temps chacun. Parce qu'à ce moment-là, on revient des Jeux de Tokyo et on n'a pas performé au jeu. Et l'objectif pour nous, c'est de retrouver des bases sereines sur une mi-temps chacun pour pouvoir garder un influx qui est conséquent sur une mi-temps de 15 minutes.
et d'être le plus performant sur les 15 minutes pour aider l'équipe au mieux. Garder de la fraîcheur. Voilà, garder de la fraîcheur parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a beaucoup d'influx négatifs avant la compète parce qu'on arrive, on n'est pas du tout attendu, on a contre-performé à Tokyo et le groupe est dans une restructuration, on va dire. Ouais, Tokyo, vous finissez dernier. On fait dernier, on gagne pas un match, voilà, et puis on prend des valises quasiment à tous les matchs. Donc très très compliqué le retour après Tokyo. Et donc voilà, c'est histoire de se rassurer, de se remettre bien dans la compétition, de nous concerner tous les deux tout le long de la compétition avec Benoît. Et ça se passe super bien parce qu'on fait une belle compète tous les deux, on est performants et on finit champion d'Europe. On garde le même fonctionnement à la Coupe du Monde à Birmingham. On va dire qu'on fait une compète moins performante qu'à l'Euro. C'est-à-dire qu'on est bon, mais on n'est pas déterminant. Il y a des moments sur des matchs où je pense qu'on peut mieux faire, lui comme moi. Donc on ressort de la compète pas déçu, mais pas avec le meilleur sentiment. Et donc on arrive pour les Jeux à Paris. De base, on est 3 gardiens pour 2 places pour les Jeux, avec Lucas Grosset qui est le 3e gardien. Et juste avant les Jeux, on ne sait pas en fait quels sont les 2 gardiens qui vont partir. Et on apprend la liste en même temps que les joueurs. Et à ce moment-là, pendant la prépa, on sait que je jouerai le match de la Chine et que Benoît jouera le match du Brésil. Pour nous préparer déjà à appréhender les matchs, si on a besoin de regarder un peu plus les matchs des Chinois ou des Brésiliens chacun de notre côté pour anticiper un petit peu plus comment on peut jouer. Et après le 3e match, on ne sait pas qui va jouer le 3e match. Et à la fin du match du Brésil, j'ai le sélectionneur qui me dit tu joueras le prochain match. Et ensuite, j'ai continué sur la compète. Tu sens que tu vas finir la compétition. Enfin, s'il y a une suite voilà, au moment de la Turquie. Si la Turquie se passe bien, je pense que je vais jouer la fin parce que ça se passe bien, que j'ai pas pris de but jusqu'à ce moment-là, que j'étais performant sur le match de la Chine. Donc, c'est pas la suite logique, entre guillemets, mais je me vois terminer la compète comme ça. On va maintenant rembobiner cette histoire dans le CC Foot. Ouais. Comment on devient gardien de but de l'équipe de France de CC Foot ? T'as 27 ans là aujourd'hui, mais comment ça se passe ? Moi, j'y rentre totalement par hasard en fait. C'est vraiment avec beaucoup de rencontres que j'ai faites dans le foot déjà classique. Parce que moi, je fais mes études à STAPS, donc ma licence et mon master. Et donc en parallèle de ça, je joue en National 3 à Cestas, un club à côté de Bordeaux. Et je suis aussi gardien avec l'équipe universitaire de l'Université de Bordeaux. Et donc, on va loin en championnat de France universitaire. On fait vice-champion de France universitaire, je crois que c'est 2017, à Mulhouse. Et donc, le coach de l'équipe universitaire, Cédric Brady, est responsable de l'école de football au Girondin de Bordeaux. Et donc, je rentre pour mon stage de master au Girondin en tant que responsable des gardiens de but de la Préfo, donc pour les gardiens de 12 à 15. Et un des coachs des U14, donc Pascal Mirande, connaît quelqu'un à la Fédé Handisport et lui parle d'un besoin de gardien dans le CC Foot pour venir tester des gens en championnat de France parce qu'il manque des gardiens et venir essayer la discipline parce que c'est une discipline qui est particulière, qui est compliquée pour les gardiens parce que les frappes sont proches, les ballons sont plus lourds. Puis même au niveau mental, prendre un but par une personne qui est déficiente visuelle, quand on rentre dans la discipline, on se dit moi je vais pas prendre de but, ils sont aveugles, c'est impossible qu'ils marquent un but, machin. On a beaucoup de préjugés quand on rentre dans la discipline. Ouais. Et voilà, donc moi je fais un essai à Bordeaux, à Mérignac, parce qu'il y a un club qui est proche ici. Donc avec Frédéric Villeroux déjà qui est capitaine de l'équipe de France, Rally Fayoum qui est joueur aussi avec nous dans l'équipe de France. Et j'accroche direct avec la discipline, les mecs sont super sympas. Puis c'est autre chose, je me dis que ça va être une expérience en plus, une aventure en plus, que je peux voir où est-ce que je peux aller au maximum. Donc je commence comme ça et 3-4 mois après, je fais un premier rassemblement avec l'équipe de France A en CC Foot. Donc en gros, tu commences avec l'équipe de France Espoir et A avant même de jouer vraiment. Avant de commencer en championnat, parce que à ce moment-là, j'ai pas encore de licence en club. Et donc pour essayer, je commence direct avec les espoirs et les A. Et donc je fais le chemin à l'inverse. Et en plus, à ce moment-là, je crois qu'on rentre dans le Covid en fin 2019, début 2020. Et donc le championnat de France de CC Foot est bloqué. Et il n'y a que les rassemblements en équipe de France où on peut y aller. Voilà. Et donc je fais tous les rassemblements équipe de France. Pour moi, l'objectif, c'est pas Tokyo, parce qu'à ce moment-là, en 2020, je me dis c'est trop court pour moi, je pourrais pas être prêt. Et donc pour moi, l'objectif, je le mets plus loin, c'est Paris, etc. Et vu que les Jeux sont reportés d'un an, en 2021 à cause du Covid, je me dis, allez, j'ai un an pour tenter ma chance, faire tout ce que je peux pour entrer dans le groupe. Et à ce moment-là, quand je commence, je suis le 4e gardien. Et à la fin, j'arrive et un an après, je pars aux Jeux de Tokyo, quoi. Donc c'est allé très très vite, très condensé. Mais en un an et demi, quoi, je pars au jeu et c'est un truc de fou, quoi.
Concernant le rôle du gardien de but au CC Foot, c'est quoi la définition qu'on t'en fait quand tu arrives, les personnes qui t'expliquent le poste, les coéquipiers, les entraîneurs? Et après, deuxième question, c'est quoi la définition que tu en ferais aujourd'hui? Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues en plus? Ouais. La définition qu'on en fait déjà? Quand j'arrive, c'est nous, on a besoin de gardiens de but. Donc, c'est de bons gardiens de but pour essayer d'arrêter les ballons et tout. Et donc, j'arrive avec mon bagage à moi, donc un solide bagage de gardien de régional, national, voilà, donc pas plus haut niveau, mais un bon bagage technique. T'es en N3 au moment-là, c'est ça? N3 à ce moment-là. Donc voilà, donc j'ai fait mes saisons, je suis plutôt confiant, je suis assez jeune, donc je me vois bien à ce moment-là. Et donc j'arrive avec mon bagage de gardien de but de valide. Donc où j'envoie beaucoup de communication, je parle beaucoup, je sature beaucoup l'info sur le terrain. Et je me rends compte au bout de... Pas tout de suite en fait, au bout du 2-3e stage. Et j'ai un échange avec un des joueurs qui me dit « Mais tu parles énormément, c'est cool. Mais le problème c'est que c'est trop. Tu satures le bruit du ballon, le bruit des joueurs. Suffit qu'une fois que le mec en face a le ballon dans les pieds, il y a tellement d'infos, tu donnes tellement de communication sur ce qui se passe sur le terrain que en fait on n'arrive même plus à discerner où est-ce que le mec est avec le ballon et ça dessert en fait l'équipe. Et ça j'ai mis du temps à l'incorporer. Donc après j'ai beaucoup changé sur la manière de communiquer, sur l'instant, sur la quantité d'infos à donner. Et donc pour la différence que j'en ferai par rapport à avant, c'est surtout ça en fait. C'est sur la part communicationnelle, sur la gestion de la communication, sur les moments, les temps, le ton, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais les mecs, en fait, le son, c'est la seule prise d'info qu'ils ont, en fait. Et si on a une intonation qui est stressante, en fait, on va vite les crisper. Et donc, eux, sur leur motricité avec le ballon ou quoi, ça va aussi les faire déjouer. Donc, c'est réussir à avoir un ton calme, posé, même si la situation est critique, réussir à garder son calme. Ouais, des fois, le gardien qu'on entend sur le foot à 11 Ouais. dire sors. Ça, c'est cri fort, voilà. Donc, en fait, ça véhicule un petit peu de stress et de panique, alors que peut-être que c'est pas le cas sur l'instant. Mais quand on est déficient visuel et que la seule info qu'on a sur le moment, c'est un son qui arrive très fort, très intense, avec une communication très agressive, et bien en fait, on va le retransmettre et le joueur sur le terrain va se crisper, va peut-être moins entendre le ballon, va être moins détendu sur sa prise de balle, et ça, en fait, ça va faire déjouer toute l'équipe. Sur tes premiers entraînements, tes premiers matchs, comment tu as vécu la différence avec les joueurs de champ? Alors, tu parlais tout à l'heure de l'histoire de prendre un but par un joueur malvoyant, mais au-delà de ça, voilà, sur le jeu, sur les passes, sur la communication, comment tu l'as vécu au tout début, ça? Ben, déjà, c'est une grande école de l'humilité, le handisport, parce que quand on arrive dedans, on arrive un peu tout puissant. Moi, en tant que gardien, vraiment, c'était l'a priori que j'avais et que beaucoup en a. C'est ils sont non-voyants, c'est impossible qu'ils marquent un but. Et en fait, au bout du premier entraînement, tu te rends compte direct que c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça que ça va se passer. Tu vas prendre des cajots, tu vas en prendre alors que c'est sur des situations où tu n'aurais pas dû en prendre. Parce que leur motricité est complètement différente. Toute la prise d'infos que tu peux avoir quand t'es gardien sur l'orientation des épaules, le jeu de regard que l'attaquant peut avoir sur la feinte, tout ça, tu l'oublies. Et toutes les infos que tu prends sur le corps qu'il a, tu l'oublies. Et tu as tout à reconstruire en fait. Donc il y a sur la technique pure, sur le plongeon, la prise de balle, la fermeture d'angle, c'est sensiblement pareil. Mais sur l'anticipation, tout ça, c'est vraiment le domaine qu'on doit négliger et qu'on doit tout oublier là-dessus. C'est réussir à toujours attaquer les ballons, même si on a une surface qui est toute petite. C'est parce que si on subit, le ballon est très lourd, il y a des plaques en métal dedans. Si tu subis, c'est mort. En fait, même si tu as la main qui est bien placée, le ballon est tellement lourd que le ballon va rentrer. Donc, c'est réussir à bien positionner son corps, utiliser un peu plus des techniques qu'on voit plus au futsal, sur de la fermeture en croix, sur l'utilisation de vraiment toute la partie du corps, pas forcément chercher à choper le ballon, mais utiliser son corps comme un mur, comme une plaque qui voilà. Ça ressemble plus au futsal par rapport à la taille du but, c'est plus le futsal ou même le handball. Et il y a une avancée qui a été faite, il y a 4 ou 5 ans, donc juste avant que j'entre dans la discipline. Avant, c'était vraiment des buts qui étaient dimension de handball. Et en fait, ils ont agrandi les buts légèrement de 30 cm. Donc, c'est des buts qui font la taille du hockey sur gazon. Donc, ils sont légèrement plus grands. Donc, forcément, maintenant, on a des situations où on retrouve le plongeon du gardien classique de foot à 11. Mais oui, il y a beaucoup de situations de fermeture d'angle, de croix, qu'on trouve plus au futsal, en fait. Mais notre zone qui est toute petite nous empêche de réduire la distance. On subit la distance. C'est vraiment le porteur du ballon, le joueur qui a le dessus sur nous, sur ça en fait, parce qu'on ne peut pas agir sur le porteur en fait. C'est vraiment ça la différence qu'on a.
Ouais, parce que la zone, c'est 2 mètres, 2-3 mètres. C'est 2 mètres devant le but et 1,50 m sur les côtés du but. Donc c'est très restreint. Typiquement en foot à 11, le mec arrive aussi proche de moi, je lui sors dans les pieds et l'action est terminée. Là, le joueur, et j'ai pas le droit de sortir. Donc le joueur, même s'il arrive, il est à 2,30 m, donc à 30 cm devant moi. Je suis obligé de subir la frappe. T'es un coach de gardien au quotidien. Ouais. Est-ce que vous, donc sur le foot à 11, mais est-ce que Ouais. vous avez travaillé, est-ce que tu as travaillé avec lui sur certains aspects du CC foot et du coup des plus petits buts, ou alors c'est 2 travails différenciés? Comment tu as vécu ces années de préparation? C'est vrai qu'au quotidien, en fait, du coup, j'ai mon entraîneur et gardien David qui bosse avec moi au quotidien sur la préparation des matchs pour le week-end, donc le foot à 11. Et en plus, donc en équipe de France, on a Willy qui est avec nous pour le CC foot. Mais sur les 3 dernières années, on a essayé d'axer la préparation justement sur ce qu'on a dit avant, sur la partie visuelle en fait. Donc on n'allait pas adapter la partie plongeon ou fermeture en croix ou les choses comme ça, mais agir sur mon temps de réaction, sur mes réflexes, sur la position du corps adoptée, ça on l'a beaucoup bossé. Des trucs très très particuliers, par exemple, je sais qu'on a fait des séances avec des casques de réalité virtuelle, des trucs que j'aurais pas du tout pensé avant. Ça, ou de la vision obstruée, des lunettes où on voit qu'une seule partie du but, ou des choses comme ça où le temps de réaction est moindre, sur de la couleur. Et donc au quotidien, c'est beaucoup ça qu'on a changé sur la préparation qu'on avait avant. Pareil, on a essayé de réduire au maximum les distances parce que je sais que la taille du but ici au quotidien on peut pas la bouger trop, mais sur la distance de frappe on peut jouer. Donc on a essayé de jouer sur les petits facteurs, les petits paramètres qu'on pouvait changer au quotidien, et ça a porté ses fruits parce qu'on a été performant au jeu, quoi. Mais est-ce que ton jeu à 11 a changé, Ouais. a évolué? Est-ce que tu le sens depuis 2-3 ans Ouais. que sur le foot à 11, tu es différent sur Ouais, il y la a gestion de l'espace? Ouais, et ouais, c'est vrai qu'il y a des moments en fait où le moment le plus problématique, on va dire, au quotidien, c'est la transition entre le foot à 11 et le CC foot. Donc soit quand je passe du foot à 11 et que je pars en stage France ou sur les phases de championnat en CC foot, ou quand je reviens ici en club après avoir été en stage. J'ai des moments où j'ai gardé des comportements du CC foot ou du foot à 11 et qu'il faut que je switche vite. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Mais il y a des bienfaits que je trouve dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, je sais que ma communication sur le terrain aujourd'hui en foot à 11, elle a beaucoup changé aussi. Et sur la partie gardien de but, tout ce qui est fermeture d'angle, situation dans un contre un, aussi je m'en resserre. Et sur la partie CC foot où j'utilise un petit peu plus, on va dire que je me sers un petit peu plus de l'avancée vers l'avant que le foot à 11 me donne. C'est-à-dire que j'ai des appuis qui réussissent à être encore un petit peu plus bas que la moyenne. Sur le circuit international, au CC foot, c'est beaucoup de gardiens de futsal. Je suis peut-être l'un des seuls qui vient du foot à 11. Et ça me sert sur les plongeons, sur des arrêts qui sont plus compliqués à faire. Nouveauté dans cette saison 3 de La Voix des Gardiens, c'est le podium. Donc Ouais. c'est 3 images de ta carrière. Et là, on va faire 3 images de tes Jeux paralympiques. À la 3e place, si tu dois retenir une image. Je pense que je mettrai le penalty raté de la Chine au premier match, donc où il reste 15 secondes, je crois. Hakim Areski prend un carton rouge. Donc ils ont leur double pénalité à 8 mètres. Et je me prépare. J'essaie d'augmenter l'incertitude pour le tireur. Je prends mon temps, je reste derrière le but, je mets du temps à rentrer dedans. Je discute un petit peu avec l'arbitre pour augmenter un petit peu la tension nerveuse du joueur. Et je vois qu'il prépare son tir. Et je le sens un petit peu paniquer, le joueur. Et il tire à côté. Et à ce moment-là, je me dis, il y a un 0, il a raté le penalty. C'est sûr que c'est un signe du truc. Et on va y aller, quoi. On va faire quelque chose pour ces jeux. Je pense que c'est à ce moment-là déjà où je me suis dit, ok, c'est un signe et on est bien lancé. 2e image. Deuxième image, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais dire le coup franc de l'Argentine à 4 minutes de la fin. Je vois, il reste 4 minutes, je place le mur. Ça met du temps à se préparer, en fait. Le guide parle beaucoup derrière moi pendant tout le match. Il crie vachement. Et je sens que c'est un moment de tension. Et en plus, c'est des phases où eux, les Argentins, sont très bons. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Et surtout, ce qui est corner, coup franc, double pénalité, penalty, c'est des phases où ils sont très, très bons. Et je me dis, c'est un moment de tension. Et donc, il part avec le ballon. Je me décale légèrement. Et il frappe fort au sol à ma droite. Et je crois qu'il y a Fred qui passe, en fait, à ce moment-là, dans l'axe. Donc, je perds le ballon légèrement de vue. Et je vais vite au sol, je pose ma main
et je sens que le ballon il reste bien dans ma main. Et ce moment-là, je me dis, ok, c'est un arrêt fort. Si on prend celui-là à 2-1, c'est mort, on baisse la tête et on reviendra jamais. Et c'est un moment où je me suis senti fort dans les buts. Dernière image. Et dernier, celle que tu mets en haut. Forcément, l'arrêt sur penalty, quand on est petit gardien. Moi, j'ai toujours été gardien. J'ai jamais été dans le champ. Depuis petit, j'ai toujours été dans les buts. Et ce qu'on imagine comme moment important de sa vie, c'est je suis en finale de Ligue des Champions, j'arrête un penalty. Moi, j'ai finale des Jeux, 3e tireur, au pied de la Tour Eiffel, devant la famille, 12 000 personnes. C'est un rêve qui se réalise et je pense que je ferai jamais mieux maintenant dans les années à venir ou quoi. Mais c'est un moment qui est indescriptible et que je garderai toujours. T'as jamais été joueur de champ, t'as été gardien de but depuis le début. Ouais. Pourquoi t'es devenu gardien de but et ce qui t'a plu tout de suite? Moi, j'ai une histoire particulière avec le poste, c'est que moi, dans ma famille, on est tous footeux. Mon grand-père, mes oncles, mon père. Et mon père a joué à bon niveau et son meilleur copain était gardien de but. Et donc, je le suivais sur tous les déplacements, tous les matchs, on partait en bus, machin. Et moi, ce que je faisais, c'est que pendant le match, je me mettais derrière son but. Et voilà, ça a été toujours, je veux être gardien de but comme lui. Je me suis inspiré de ça et voilà. Donc, et après, j'ai jamais lâché, quoi. C'est normalement la première question du podcast, Ouais. et je vais te la poser là maintenant. C'est quoi un bon gardien de foot en 2024? Et aussi, c'est quoi un bon gardien de CC Foot en 2024? Un bon gardien de foot en 2024, je dirais que c'est un gardien qui est rassurant, qui donne confiance à son équipe. Parce que on remarque aujourd'hui, les gardiens font très peu de très grands arrêts, en fait, au final. Il y en a peut-être 3-4 arrêts à faire dans le match. Mais on a une présence qui est importante, qui doit être rassurante dans notre communication, dans notre jeu au pied, parce que maintenant on joue beaucoup au pied avec les joueurs. Savoir gérer les distances, parce que je pense que c'est une problématique qui est importante aujourd'hui. Il y a les ballons qui partent très vite, il y a les joueurs qui vont très vite aussi. Donc réussir à gérer les distances entre les joueurs, le bloc, réussir à être investi dans un projet de jeu global. Ne pas être seulement gardien de but, et puis j'essaie de faire ce que je peux dans mes 7,32 sur 2,44, et puis c'est tout. T'es gardien amateur, comme beaucoup Ouais. de personnes de gardiens qui nous écoutent, des jeunes, des adultes. Est-ce que tu arrives à expliquer un peu ce que cette parenthèse CC Foot, et est-ce que tu as une explication pourquoi ça a matché, pourquoi ça a réussi? Parce que c'est un peu fou. Ouais. Enfin, tu as un gardien de R2, Totalement. donc Ouais. des gardiens de R2, il y en a plein. Ouais. Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Est-ce qu'il y a des éléments explicables, ou alors c'est voilà, le hasard d'une rencontre et après le fait que ça se passe bien? Je pense que l'entrée dans la discipline, ça a été le hasard. Et après, le fait de poursuivre, ça a été des choix. Parce que quand je rentre dans la discipline, je suis en N3. Et j'ai 21 ans, donc je peux jouer plus haut à ce moment-là. Et donc, on revient de Tokyo. Et à la sortie de Tokyo, je me dis, OK, il y a les Jeux de Paris dans 4 ans. Je veux être performant parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de grand. Et donc, je fais le choix de redescendre, en fait, à ce moment-là. Je peux rester en N3, mais je rejoins ici Talence. Et en leur disant... moi, la priorité, ça va être sur les 3 prochaines années, ça va être le CC Foot parce qu'il y a l'ambition des Jeux et que ça sera qu'une seule fois dans ma vie. Et donc, l'ambition à ce moment-là, c'est de performer d'abord en CC Foot et puis après en R2 parce que c'est un bon petit niveau et que je peux m'amuser. J'ai réussi à ramener des copains avec qui on a joué plus haut, donc on a une bonne ambiance, on a un groupe qui est sympa. Mais le parcours et l'aventure humaine fait qu'on reste dans la discipline. Moi, c'est surtout ça qui a fait que j'ai poursuivi, avec bien sûr l'ambition de Paris, mais c'est les rencontres dans le collectif. On rencontre des mecs dans le handisport en général, qui ont des parcours de vie qui sont incroyables, qui sont des exemples de résilience pour nous au quotidien, et on peut que grandir en tant qu'homme en étant en contact de ces mecs-là. Quand tu arrives à Talence, tu leur dis voilà, la priorité c'est le CC Foot. Ouais. Ça peut surprendre. C'est quoi la réaction tout à l'heure, on parlait avec le vice-président du club, Alexandre. C'est quoi la réaction des gens ici quand tu leur en parles? Est-ce qu'ils sont étonnés? Est-ce qu'ils sont surpris? Ils se disent mais attends, notre gardien de l'équipe première, il va faire du CC Foot? Et c'est construit, en fait. C'est toujours dans le dialogue. Je rejoins le club, donc en arrivant de N3, donc ils savent que je suis un bon gardien de but. Déjà, ça c'est la première chose. Et en fait, ici, donc à Talence, on est terre des jeux, accueil de terre des jeux. Donc il y a le centre de préparation avec le terrain d'athlétisme qui a été refait à neuf. On a un centre d'entraînement qui est magnifique là-bas. Et en fait, donc toute la politique globale de la ville aussi a été positive pour ça. Et donc le club, quand j'arrive, ils connaissent la discipline. Ils savent aussi que je suis en équipe de France de CC Foot. Et donc ils sont super positifs au vu de la démarche, en fait. Ils savent que pour de la R2 dans les buts, c'est largement suffisant ce que je propose en tant que gardien. Et que même s'il y a des matchs que je vais rater,
ça compense largement le bénéfice pour le club aussi, parce que ça leur fait un petit coup de projecteur. On parle du club aussi grâce à ça, et c'est cool de leur rendre aussi, parce qu'ils m'ont mis à disposition les terrains à des moments où je venais à l'entraînement, il n'y avait personne, et il y avait juste David et moi pour nous entraîner. Enfin voilà, ils ont tout fait au club pour que je sois aussi performant en CSI Foot, donc franchement c'est bien de leur rendre aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, Merci Alessandro. beaucoup. On va passer au face-à-face Ouais. pour finir. Le plus bel arrêt que t'as en tête? L'arrêt en penalty en finale des jeux. Je ferai pas vieux. Il y a peut-être des arrêts qui ont été plus jolis ou plus sympas en foot à 11, mais le plus beau dans mon esprit, c'est celui-là. Le plus bel arrêt que tu as vu à la télé sur les 10-20 dernières années? Moi, je vais parler d'un arrêt que j'ai vu en vrai. C'est l'Euro 2016 en France. À Bordeaux, au Matmut, il y avait j'ai eu la chance d'aller voir Italie-Allemagne. Donc c'est un match qui se termine au penalty, et en fait pendant le match, donc il y a d'un côté il y a Neuer, d'un côté il y a Buffon, et il y a un arrêt que Buffon fait sur une frappe à bout portant où il est au sol, où il est déjà limite jeté, et le mec tire, je me souviens plus de l'attaquant, et réussit à envoyer la main à ce moment-là. C'est un arrêt où moi j'étais dans la tribune juste derrière. Je me suis dit non, c'est n'importe quoi. En plus c'est mon idole de toujours. Moi, Buffon, c'est vraiment le gardien qui m'a toujours inspiré, et de le voir là en vrai, c'était un truc de fou. Ce qui te fascine chez les gardiens? La capacité à rester performant même quand c'est difficile. Il y a des moments où il y a des phases où tout autour va mal, et nous dans les buts il faut qu'on soit performant. Il y a des grands moments d'histoire où le gardien était déterminant, et c'est ce que je trouve le plus beau dans notre poste. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? On va dire le manque de reconnaissance, parce qu'on a un poste qui est ingrat. On va regarder typiquement le match du PSG hier ou avant-hier, quand on tourne ça, c'est le gardien de Gironde qui fait un match merveilleux, qui sort des arrêts de zinzin, et 89e, balle entre les jambes, et c'est fini. C'est 1-0, et puis on oublie tout ce que tu as fait juste avant. Ton geste préféré? Une bonne prise de balle. Un ballon qui arrive fort tendu, un ballon qui reste, ça rassure. L'exercice que tu détestes? On va dire courir en général, donc tout ce qui est prépa physique, tout ce qui est ces moments-là, moi c'est vraiment pas ça. Contre quoi t'échangerais ta médaille? Rien du tout. Un match de Ligue 1 ou un match aux Jeux Paralympiques? Un match aux Jeux Paralympiques. Ton modèle? Buffon. Le meilleur gardien aujourd'hui? Je dirais Courtois. Et le conseil que tu donnerais à l'Alessandro né à Libourne? Reste comme tu es, continue, garde les valeurs que tu as. Tu vas avoir des épreuves qui sont pas faciles, mais reste comme on t'a éduqué, comme tes parents t'ont fait, donc reste comme tu es. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir replongé dans les émotions de l'été. Merci de nous avoir partagé ta carrière, ta vision du poste à 11 et au CSI Foot. Et merci au Club de Talence qui nous reçoit Merci à toi. ce matin. Trop cool, merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.